Mon mot de minuit, c'est mon mot préféré, c'est illusion. Un mot qui n'a pas bonne presse dans l'histoire des idées et des concepts. D'ailleurs, on nous dit souvent: «Ne te fais pas d'illusions». Moi, je trouve que c'est un mot très beau, sans capacité d'illusion, il n'y a pas de héros, il n'y a pas d'histoire d'amour, il n'y a pas de science, il n'y a pas de roman, il y a pas d'œuvre d'art, il y a pas de traversée du désert. Voilà. Donc illusion, cultivez vos illusions. Mon mot de minuit, c'est le mot lucidité. Lucidité à la fois parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, d'essayer à la fois d'être soi, mais de se regarder un peu de l'extérieur. Et en même temps, ça expose au ridicule, parce qu'évidemment, quand vous essayez d'être lucide et que vous avez immanquablement des zones aveugles, c'est-à-dire des choses dont vous n'êtes pas lucide, et que vous vous livrez à l'exercice de lucidité, vous devenez ridicule. Donc il faut un certain courage pour oser être lucide. Et malgré le ridicule présent, je décide de ne pas y renoncer avec tout ce que ça a de ridicule aussi. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Après les langagières au TNP, heureux de vous retrouver avec quelques mots et à propos du tout info, cette société du tout info et non pas forcément de la connaissance dans laquelle nous sommes. Je lisais dans un livre dont on parlera beaucoup dans cette émission, je lisais ceci. D'une certaine manière, toute prise de parole publique, tout débat entre des experts et une assemblée comporte quelque chose de trissotien. Trissotin, les femmes savantes, on y viendra dans une seconde. Immanquablement et tout d'abord parce que ces situations sont le lieu de malentendus enchâssés les uns dans les autres, malentendus sur la nature même d'une expertise. Un véritable expert est un individu fort savant et donc habité par la conscience de son ignorance. Autrement dit, un expert est surtout utile pour critiquer l'assurance inadaptée d'un non-expert ou d'un moindre expert qui parle de son sujet, mais beaucoup moins pour servir lui-même aux autres de paroles doctes et assurées. D'où un sentiment d'imposture qui gagne parfois les experts confrontés aux attentes que l'on place en eux et qu'ils s'efforcent tant bien que mal de ne pas trop décevoir. Malentendus qui naissent aussi du nécessaire usage d'une rhétorique pour s'adresser à autrui dans les habits d'experts que ce contexte vous force à revêtir, bien malgré vous, et même lorsque vous cherchez à parler nu. Jolie expression, le parler nu. Ainsi, dès lors que nous prenons la parole en public en tant qu'experts, animés des meilleures intentions de sincérité, et quand bien même nous dénonçons dans notre discours tout ce qu'il peut avoir de trissotien, de séducteur malgré nous, de manipulateur malgré nous, nous ne pouvons échapper à cette condition de trissotin vadus. Nous pouvons certes en moduler l'intensité, et une distinction entre crapules, charlatans et hommes et femmes de bonne volonté me semble toujours possible, mais nous n'y échappons jamais, il faut s'y faire. C'est signé Lionel Nakache, nous sommes tous des femmes savantes, on va beaucoup en parler dans cette émission dans une seconde. À côté de lui, il y a Maria Pourchet, elle est romancière, elle est également sociologue, mais c'est d'abord une grande écrivaine. C'est des mots de minuit, en voici le sommaire. Maria Pourchet est romancière, scénariste, sociologue, au choix, même si la littérature est prédilection. À la lire, on sourit de son humour, de son ironie, on rit jaune de son regard acéré sur les relations humaines, chose trappe du couple, suffisance des premiers de cordée, version impatience. Elle revient de loin, quand elle est dans l'urgence d'écrire les affres de la transmission mère-enfant et le dégât des mots. Fais pas ci, fais pas ça. Quand une admiration de Pierre Michon l'empêche d'écrire, mais Romain Gary finit par l'enchanter et lui autorise la fiction. Petite, elle voulait faire Michel Audiard en un seul mot. Grande, elle commence par sociologie et une thèse sur les écrivains à la télé. Elle travaille encore à l'occasion pour l'Observatoire des hauts dirigeants, une mine à personnages. Les mots et le langage sont son métier avec un grand M. Nous sommes tous des femmes savantes, hommes et femmes confondus, démontre Lionel Nakache qui a le sens de la formule. Exemple, X, Y, X'. On ose résumer. X, vous, moi, devrait devenir X' s'il métabolise correctement Y, à savoir connaissance et sexualité. Il y a du travail quand le tout-info contemporain fait de nous des trissotins, des 3 fois sots de l'immédiateté.
X, Y, X', nouvelle équation de ses recherches sur la subjectivité. Elle lui vient de la pièce de Molière. L'asexuelle et intellectuelle Armande et l'imbécile heureuse Henriette lui offrent une occasion, théoriser sur le sexe et le savoir, en passant notamment par Freud et la sublimation. Pas mal pour un neuroscientifique qui avait signé en 2006 le Nouvel Inconscient. Il parle aujourd'hui de névrose cognitivo-sexuelle, pas un gros mot, mais une nouvelle interprétation de la difficulté d'être soi, et un livre aussi facile à lire qu'intelligent. Musique également dans cette émission avec General Electric, Fausse raison sociale pour un magicien des claviers, Hervé Salters. C'est Démons de minuit, entrez, vous êtes chez vous. Maria Pourchet, merci d'être avec nous. Lionel Nakache, merci d'être avec nous. Peut-être à l'un et à l'autre, l'un est neurologue, l'autre est écrivaine, sociologue. Quelle est pour vous l'importance des mots? Des mots. Alors que vous, c'est le cerveau et les mots tels qu'on peut les écrire. Et on verra que chez vous, il y a les mots, la littérature, le texte, et il y a les mots de la société, les mots dont on peut souffrir. Pour vous, Lionel? Pour moi, les mots, la première réaction, c'est qu'en réalité, l'opération qui consiste à essayer de traduire en mots un sentiment, une impression, une pensée, cette opération de décalage par une représentation symbolique, elle va vous permettre en fait à la fois de faire naître une pluralité d'entendements, de comprendre les choses différemment, de leur donner du coup un sens qui n'était peut-être pas là au départ avant de le mettre en mots précisément, et surtout l'échange entre sujets fait rentrer dans une sorte d'infini de résonance, de ces différentes significations. Donc je vois comme une source de liberté en réalité, d'une capacité à nommer les choses, et en les nommant on sait qu'on ne nomme pas exactement ce qu'on a vécu, mais on met un mot. Et ce mot, on le lance, et du coup, il va être perçu d'une manière plus ou moins identique ou différente. Et ce qu'on va en recevoir nous permettra à nouveau de peut-être relire ce qu'on avait voulu mettre initialement en mots. Donc, un outil de communication un peu machine à libérer la pensée, peut-être. X, Y, X'. Enfin, c'est une autre manière de parler de l'accès à la connaissance et à l'enrichissement subjectif. On reviendra sur cette équation dans une seconde. Et pour vous, Maria, quel est le sens, l'usage, l'intérêt des mots? Alors, c'est une question très vaste pour un écrivain qui appellerait une réponse très développée et très programmatique. Je peux donner une réponse très simple. Pour moi, les mots, c'est la survie, avant tout. Voilà, sans leur maîtrise et sans l'apaisement qu'ils constituent, sans le vecteur de communication qu'ils constituent, c'est le seul canal de communication que j'ai su emprunter avec mes semblables toute ma vie, j'ai l'impression. Voilà, oui, la survie. Je n'ai pas d'autres... après les propos extrêmement précis de Lionel, ça va paraître un peu flou, mais... Vous êtes devenue autrice, vous acceptez le terme, j'imagine? Non. Non. Une auteure, une écrivain, ça me va très bien. Auteur, non mais c'est très bien parce qu'il y a le débat, il est très court. Oui. Bon, alors je taquine mes invités, bon, voilà. On voit où ils se situent, ou comment ils entendent le problème. 2012, il y a un acte manqué. Vous auriez pu être universitaire, professeur à l'université, et vous vous jetez dans les mots. Donc vous devenez auteur. Et aujourd'hui, Gallimard est votre éditeur de référence. Mais il y a aussi récemment écrit, chez Pauvert, Toutes les femmes, sauf une. On a là deux propositions vous concernant différentes. Oui. Je commence par laquelle? Ah, c'est à moi d'en décider. Alors celui dont il m'est plus difficile de parler, c'est le plus intime, c'est celui-ci. Je crois que c'est le plus important, donc on peut commencer par lui. C'était bien mon intention. Toutes les femmes sauf une, il y a un cœur, qui est arrivé, qui s'appelle Adèle, qui est cet enfant qui vient de naître, à qui sa mère parle pour chasser les mots de sa mère à elle, et accessoirement éventuellement de retrouver les mots de la grand-mère qui a permis la résilience. Pourquoi ce livre avait-il cette urgence pour vous? Alors, si je ne passais pas par l'écriture de ce livre, parce que c'est un livre qui est né d'un choc, c'est la première fois que
qu'un livre répondait pour moi à une nécessité thérapeutique. Tous les autres n'étaient pas des exercices de style, mais en tout cas l'exercice d'une passion joyeuse et parfois un peu savante. Celui-ci, la façon dont je disais les choses n'avait absolument aucune importance. L'urgence était ce que je disais. Et paradoxalement, je crois que ça a donné mon livre le plus poétique, alors que je m'inquiétais absolument pas de sa forme. Donc il est né d'un choc qui est celui de la maternité. Et sans faire quelque chose de ce choc-là, je ne pouvais absolument plus écrire, sachant que c'est mon métier, à tout point de vue. Je ne pouvais plus rien écrire d'autre, même pas un mail. Et je pourrais même aller jusqu'à dire que je ne savais plus très bien à quoi je ressemblais. Donc j'ai écrit ce livre comme on nettoie, en fait. Voilà. Et vous écrivez notamment dans ma cervelle cramée par la ponte. Ça, c'est une de vos expressions. Donc, on a là une mère souffrante qui essaye d'accueillir au mieux Adèle, cet enfant. Docteur Nakache, vous êtes neurologue. Comment est-ce que vous entendez la violence de cette phrase dans ma cervelle cramée par la ponte? Oui. Alors, avant tout, la formule, on la reçoit évidemment comme un choc. Et je trouve qu'elle est vraiment très réussie. Effectivement, donne vraiment envie de se plonger dans ce livre que je n'ai pas encore lu. La façon dans laquelle je le reçois immédiatement, c'est que l'accouchement, la naissance, pour moi, c'est une des expériences également qui donne toute son assise à un mécanisme de transformation de soi, de transformation subjective, à la fois du point de vue maternel, paternel aussi, et puis aussi l'apparition d'un être qui n'existait pas. Et on reviendra là-dessus peut-être tout à l'heure, mais que parmi les liens qui me semblent forts entre l'expérience de connaissance, qui est aussi une transformation de soi, et de sexualité, la dimension reproductive, qui évidemment ne résume pas la sexualité, illustre également et peut-être colore l'ensemble, si on peut s'interroger là-dessus, d'une sexualité même qui s'affranchit totalement de la reproduction, mais de la potentialité d'une transformation tellement forte de soi et des autres que c'est comme ça que je l'entends en tout cas. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez été transformé par cette intersubjectivité, dirait votre voisin. Alors, ce que je lis, c'est ceci notamment. Je ne sais pas où entrer dans ce bavardage qui n'a ni fin ni commencement, prononcé depuis toujours. Supposons qu'il est un début. Regarde où tu mets les pieds, ne réclame pas, ne te fais pas remarquer. Tu la vois celle-là, tu l'as pas volée, ça t'apprendra. Quoi ? C'est pas des gens bien, t'avais qu'à travailler, tu vas le payer, garde tes distances, ne prends pas tes aises. Pour moi, c'est terminé. Je suis depuis trop longtemps déjà la somme de leurs phrases. Je suis au mieux la distance parcourue pour les fuir. J'ai assimilé, je suis ce que ces phrases ordonnent, je suis le crime parfait du langage. Reste à ta place, reste pas dans mes jupes, arrête de penser à toi. Tu veux une autre ? T'en veux une autre. J'en oublie de ces mots qu'on écoute jusqu'à ce qu'ils vous terminent et ne laissent rien qu'une femme qui se tient, qui doit, qui reste. Il fallait à ce point vous libérer. Oui. Ah oui, oui. Oui, je traînais des conditionnements depuis très longtemps, comme tout un chacun. Je n'avais pas été les soumettre à un thérapeute. Parce que j'avais toujours compté sur les livres, j'avais toujours le sentiment que les livres, l'écriture m'affranchissait de l'exercice, de l'analyse en fait. Et en fait, la maternité m'a renvoyée à l'urgence de me débarrasser de tous ces conditionnements-là, de ces scénarios d'échecs, de haine de soi, qu'on transporte de femme en femme pour cesser de les transmettre, pour casser la danse en fait. Et puis en plus, donc, y a aussi cette chose que vous dites, je ressemble à un garçon. Et un peu plus loin, je suis un garçon, je souffre un peu moins. Si je suis un garçon, je n'ai pas à les séduire, je m'arrange, je suis au masculin, je suis content, heureux, peureux, je suis un romancier, je suis votre serviteur. Le « e » n'arrive pas, la langue échoue à le dire, « e » est ridicule comme un jupon, aujourd'hui encore irréconciliable avec l'imparfaite liberté que j'ai volée sous leur nez. Mes parents, ma famille, ma mère surtout, me pardonnent celles qui combattent pour nos salaires, nos corps, le genre des noms. J'ai dû faire autrement. Là, il y a aussi un regard et une distance que vous mettez avec votre genre. C'est allé jusque-là de souffrance, donc. Ces phrases-là évoquent l'adolescence. Elles n'évoquent pas ma vie adulte, grâce au ciel. Oui, j'avais trouvé un refuge dans l'identité masculine qui me paraissait être celle préservée de toute une gamme de violences, y compris le tort fait aux femmes par les femmes, notamment par le langage. J'ai l'impression qu'on ne parlait pas aux garçons de la même façon. Ils étaient nécessairement plus libres, enfin en tout cas dans la vie que j'avais.
Les garçons étaient à la fois plus libres et plus protégés, moins contraints et plus autonomes. Un peu plus loin, vous dites à votre petite, Adèle, ne participe pas à ta propre oppression. Et puis, pour en terminer avec ce livre qui vous a sauvé, ou en tout cas qui vous a permis de continuer à vivre autrement, mieux réconcilié, ceci, les autres possèdent l'assurance des affaires, les permissions de minuit, le futur, le sexe opposé. Moi, le truc du pauvre, les mots. Je balance par rafale, je fais plus de mal que j'imagine, mais qu'est-ce qu'on lui a fait à celle-là? À mon tour, je deviens une qui cause, je suis fine, rapide, haineuse, je n'ai rien à perdre, et eux, tout. Ça c'est pareil, ça renvoie à l'enfance. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. J'avais pas accès par ailleurs aux médias, j'avais pas accès à la télé, j'avais pas de radio. Et donc la seule chose que je possédais, effectivement, c'était les mots. Et j'ai massacré des gens, effectivement, par la parole. Là, vous en massacrez quelques-uns aussi dans vos romans. Oui. Vous avez un regard Oui. tellement... Ça répond à votre question initiale. oui, critique, mais au sens le plus... Mais j'essaye de la tempérer maintenant, cette le violence-là. plus noble du terme. Alors, avec cette surprise qu'il y a quand on vous lit dans le roman, c'est-à-dire que dans toutes les femmes sauf une, on a sujet, verbe, complément. Dans vos romans, on a un enchâssement étonnant, toujours surprenant, entre le récit et le point de vue sociologique. Vous êtes sociologue par ailleurs. Comment est-ce que vous travaillez ce langage-là et cette forme-là, ce style? Dans mes romans? Ouais. Est-ce que vous y travaillez ou est-ce que, autrement dit, et ça c'est intéressant parce que vous avez beaucoup travaillé sur les mots, sur la manière dont ils s'organisent, mais comment est-ce qu'on arrive à cette écriture-là, qui est une écriture surprenante? Alors Guyotat à l'extrême, Guyotat qui invente un vocabulaire que le commun des mortels ne comprend pas immédiatement. Vous, c'est pas du tout ça. C'est immédiatement drôle, c'est immédiatement critique, c'est immédiatement compréhensible. Il n'empêche, c'est toujours littératuro-sociologique. Alors, pour la question, c'est toujours compliqué de reconstruire ex post comment on a construit les choses. Alors, je pense déjà que mes romans, le caractère enchâssé dont vous parlez, pour moi, c'est presque l'expression d'une légère schizophrénie qui pourrait me caractériser. C'est-à-dire que j'ai toujours plusieurs voix qui parlent en même temps. Dans un récit de fiction, il y a la voix de mon personnage et il y a à côté une sorte de narrateur embusqué qui est en train de commenter ce que le personnage est en train de dire, de faire ou de penser. Donc déjà, ça crée... et peut-être que ce narrateur embusqué, il a un point de vue surplombant, ironique souvent, et c'est vrai qu'il est souvent sociologue. C'est-à-dire que quand le personnage fait un truc très, très premier degré ou qui pourrait nous émouvoir, le narrateur embusqué est déjà en train de désamorcer le truc, et je ne peux pas faire autrement, parce que je pense vraiment comme ça. Je pense, même quand j'écris pas, dans ce double mouvement. Alors je serais très curieuse de savoir quelle mécanique neurologique ça ressort. Donc voilà, mais c'est pas spécialement travaillé. Si c'est la question. Je vous lis et peut-être que vous avez un regard. Épuisés, nous réintégrons le domicile et nous effondrons bourgeoisement sur le canapé. Le petit s'endort tout net. Quand tu penses, Roland, qu'il y a des gens qui travaillent tous les jours, dis-je, pour bavarder. Gras, confortable, moins récréatif que la plupart des chats, mais néanmoins de bonne compagnie, Roland est de la même couleur que le canapé. De là, il pose sur le monde un œil voltairien et ça suffit à ses ambitions. À ses côtés, en revanche, plat et sans fil, Émile qui est un ordinateur. Il faut bien s'entourer. Si je ne compte pas le sofa, cela représente tout ce qui entre en ma possession. À ce train-là, je serai parmi les derniers accédant à la propriété. Mais laissons la propriété à ceux qui ne savent rien faire de leurs mains, ainsi que je le répète souvent à Marc-Ange, pour lui faire sentir, et lui ne relève pas pour ne pas me mettre mal à l'aise. Parce que qu'est-ce que tu fais toi pour le moment, à part des frais ? Me répondrait quelqu'un de moins élégant. J'ai beaucoup de chance. Sinon, les meubles appartiennent pour la plupart à Marc-Ange, de même que le linge de maison de la belle taille, la vaisselle fragile, l'art, les enfants, le téléviseur et un tapis qui nous vient tout droit de Turquie avec son billet d'avion personnel. Les yeux de la tête. Il est donc interdit de marcher dessus. Faites le tour. Voilà, il y a cette façon d'écrire. Donc il y a de l'humour. Il y a toujours un repère sociologique pour situer les gens. Comment est-ce que vous expliquez qu'elle puisse être aussi
schizophrène. Qu'est-ce vous qu'elle avez est dit folle. Oui, alors d'abord, je n'ai pas vraiment, je ne suis pas certain de pouvoir expliquer quoi que ce soit, mais la réaction que j'ai, c'est pas celle d'une schizophrénie, au contraire. Non, Hein. Mais moi, ce que je trouve plaisant dans cette façon de ce passage que vous avez lu, hein, parce que je ne vous ai pas encore lu, mais c'est que pour moi, il y a deux thèmes qui sont omniprésents aussi, qui sont importants. C'est très précieux ce qu'on pense. C'est-à-dire que notre regard subjectif, il est très précieux, c'est le seul qu'on ait. Mais en même temps, a un besoin de lucidité, d'être capable de faire un pas de côté, de ne pas nécessairement tomber dans l'illusion, de prendre argent comptant ce discours qui nous est pourtant si précieux. Et une façon, je pense, de gérer cette difficulté, cette tension, c'est d'être capable, par l'autodérision, par le décalage du discours, par une double voix, de pouvoir énoncer quelque chose avec tout le sérieux qu'il peut y avoir à livrer, que c'est ce que vous avez éprouvé, ressenti, et en même temps, aussitôt vous décaler, non pas pour vous moquer de vous, c'est pas du cynisme, mais pour faire passer ce message. C'est tout ce que j'ai, mais je sais que cette posture-là, elle m'est précieuse, mais elle n'est pas pour autant totalitaire. En tout cas, c'est comme ça que je... C'est très vrai, ouais, c'est très vrai. Et du coup, c'est pas schizophrène pour moi, c'est presque une sorte de dialogue intérieur. Mais voilà, je suis pas psychiatre, je peux pas vous... Non, voilà, mais j'aime beaucoup le diagnostic. ce C'est vrai diagnostic, qu'il y a un ouais. petit côté, attention, je suis pas dupe. C'est ça, Qui ouais, est peut-être ouais. un petit peu de l'arrogance aussi, mais... Je voudrais vous faire écouter Nicolas Jounin. C'est un sociologue il enseigne dans le 9-3, donc à Saint-Denis. Et il a demandé à ses étudiants d'aller dans le 8e arrondissement de Paris pour enquêter sociologiquement sur cette population-là, notamment du côté du Plaza Athénée, qui est un hôtel 42 étoiles, ou peut-être 5 ou 6, mais je ne sais plus comment on les décompte aujourd'hui. Et on l'écoute et ensuite on parle de vous, sociologue. Ceux qui ont pris des humiliations plus sévères sont aussi ceux qui sont allés les chercher parce qu'ils étaient un peu plus aventurés, un peu plus audacieux, un peu plus insolents peut-être. Et donc par exemple, je pense à ces 3 étudiantes qui sont allées, pendant que d'autres étudiants en étaient mis dehors, mais elles ont réussi à pénétrer dans le palace Plaza Athénée pour boire un café. Et elles ont pu se sentir extrêmement mal à l'aise, extrêmement en difficulté. Et en même temps, elles ont pu le coucher par écrit et essayer de faire la part entre leur propre sentiment d'être illégitime dans ce lieu et en même temps le traitement différent et inégal qui leur était réservé par les serveurs en particulier, qui leur faisait sentir qu'elles n'étaient pas des clientes légitimes et qu'elles ne méritaient pas le même traitement que les autres clients. Et le travail sur l'humiliation, on l'a fait justement à partir de cette volonté de décrire minutieusement, de chronométrer, de compter si besoin. Là, en l'occurrence, elle chronomètre le temps qu'il faut pour qu'on vienne prendre leur commande et puis elle compare, elle chronomètre le temps qu'il faut pour prendre les commandes des autres clients. Et donc, elle voit cette différence de traitement. Ça permet d'objectiver le fait qu'elles ne sont pas traitées de la même manière et que si elles se sentent mal à l'aise, c'est pas seulement parce qu'elles se disent « oulala, j'ai jamais été dans un truc aussi cher, aussi richement décoré et au fond, c'est peut-être pas ma place », c'est aussi parce qu'on leur fait ressentir. Et on a réussi... Les étudiants, dans un certain nombre de situations, ont réussi justement à séparer un petit peu, essayer d'exprimer leurs propres sentiments, qui est fabriqué par leurs origines, leur trajectoire sociale, déplacée tout d'un coup dans ces quartiers-là, et en même temps, les traitements dont ils font l'objet. Comment est-ce que vous entendez cette sociologie-là, cette manière de procéder? Est-ce qu'elle correspond à... Ah oui. Oui, moi, elle me renvoie à la posture et à la raison pour laquelle j'ai fait de la sociologie. Après, en termes de méthode, voilà, les enquêtes in situ, c'est toujours très intéressant. Mais pour moi, il décrit ce qu'est la sociologie, c'est-à-dire la possibilité d'avoir... Enfin, moi, je suis devenue sociologue pour la possibilité d'avoir ma place partout. Je pense qu'enfant, je devais souffrir de ne pas la trouver. Et la sociologie, c'est la possibilité de forcer tous les lieux, y compris les lieux confisqués, là typiquement un palace, au nom d'une légitimité qui est celle, pour reprendre les paroles de monsieur, qui est celle de l'expert, et qui est indiscutable et indépassable. Et au départ, je crois vraiment que ce métier que j'ai choisi, il répondait à un besoin beaucoup plus profond et beaucoup plus émotionnel que la passion pour une discipline qui m'a passionnée par ailleurs, hein, qui était je peux m'installer où je veux, et je peux regarder, et je peux en tirer des conclusions, et personne ne peut me virer, en fait. Qui sont les impatients donc quelle est cette génération qui inspire votre dernier roman, qui aurait pu avoir pour titre Les Premiers de Cordée? Alors, les impatients, c'est moins une génération qu'un groupe. C'est ceux parmi les millennials donc les millennials, les gens nés à partir des années 80, 90,
qui formaient dans de ce qu'on appelle les écuries à élite, hein, les grandes écoles, ont a priori tous les codes d'accès à la réussite. Donc c'est vraiment un livre d'enquête. J'ai rencontré plusieurs dizaines de ces jeunes gens, enfin jeunes, les plus vieux ayant 40 ans, qui soit sont des entrepreneurs à succès, soit qui ont à peine 40 ans mais sont déjà dans les sphères dirigeantes, ce qu'on appelle les COMEX des boîtes du CAC 40. Enfin voilà c'est les conquérants en fait. Et donc là, on va avoir une jeune femme qui va réussir, qui va avec une société qui va s'appeler l'État sauvage, hein, qui produit cosmétiques divers et variés. Mais avant de réussir à triompher dans cette société-là, elle doit rencontrer un certain nombre de cadres dans l'industrie, notamment une certaine Elisabeth. Et voilà ce que vous en dites. Vous êtes Elisabeth, projetée par cette énergie naturelle et renouvelable qui est la vôtre. Vous passez à cet instant le seuil de votre bureau, l'un des plus grands à l'étage de la présidence. Vous n'êtes pas mal dans votre genre, athlétique et méditerranéen. Vous envoyez, dit-on, vous êtes un phénomène, dit-on. Oui, on dit beaucoup de choses, trop. Vous êtes dans les couloirs un sujet de conversation. Vous passionnez les cadres intermédiaires, les standardistes. Vous êtes regardé, vous faites attention. Vous avez 43 ans, vous aimeriez qu'on se limite à dire elle en fait 33. Au fond, ça vous suffirait. En attendant, 33, c'est l'âge de la N-1 que vous accueillerez ce matin. Elle s'appelle Reine, votre dernier trophée. Elle aussi, on en parlait beaucoup. Ça devenait préoccupant qu'elle travaille pour les autres. Vous l'avez séduite. Elle arrive tout à l'heure comme directrice de marque. Vous ignorez le petit problème de basket qui, présentement, la préoccupe. Vous emportez vous-même et vous ne vous posez plus la question du chemisier à jabot. Depuis un moment, vous êtes vêtu d'un t-shirt taillé dans une matière antitranspirante, d'un fuseau Adidas. On est loin des gilets jaunes. Oui. Hein, mais au-delà de cette facilité et de ce poncif, comment est-ce que vous avez réussi à pénétrer et à observer cette génération ou ces premiers et ces premières de Corday? Ah bah là, il m'a fallu vraiment des sésames. Hein. L'enquête a été commanditée par une institution qui s'appelle l'Observatoire des gouvernances et des hauts dirigeants, qui est un outil sociologique privé. Évidemment, tous les rendez-vous avec ces phénomènes-là ont été pris par... au départ, c'est des chasseurs de tête, ont été pris par eux. Évidemment, moi, personnellement, pour avoir accès à cette population-là aussi rapidement, des années, je pense. Vous ne vous sentez pas traître à la sociologie quand vous utilisez vos observations pour en faire des romans caustiques, drôles, mais très critiques? Ah non, bah non, justement, parce que la sociologie est critique, enfin, en tout cas celle dans laquelle j'ai baigné au départ, c'est celle de Bourdieu, c'est une sociologie critique, donc la démarche critique ne me dérange. Pour moi, je suis un peu dans cette veine-là qui cherche à repérer les déterminismes socioculturels, mais pas seulement, les déterminismes psychologiques qui meublent les comportements des individus. Donc j'applique, sans les trahir, quelques fondamentaux. Et par ailleurs, je crois vraiment que la fiction est un outil sociologique de premier ordre. Moi-même, je parlais de Bourdieu, mais en fait, la sociologie, je l'ai appris chez Balzac. Donc, non que je me compare à Balzac, hein, c'est pas du tout ça, mais voilà, oui, c'est très naturel. Pour moi, c'est bien plus... J'ai davantage... La misère du monde, hein. Oui. J'ai davantage l'impression de trahir la discipline quand je faisais des articles illisibles pour la majorité des gens pour des revues à comité de lecture. Vous écrivez ceci par rapport à Étienne. Étienne est l'ami de Reine qui va donc finir en Bretagne et à cultiver ses algues. Étienne, vieil aimé d'enfance, brillant aussi, de toutes les grandes écoles, etc. Sauf qu'à un moment, il lâche et il prend conscience qu'il est lui-même dans la misère du monde. Étienne n'a pas la force de diriger. Il le sait, il l'a compris quand il a touché son étoile. Et quand il l'a touchée, elle s'est éteinte. Il avait connu ça une seule fois en amour. Il dit d'un trait sans respirer que c'est sûr, il n'a pas le quart de la moitié de la résistance. Il insiste, pas le quart de la moitié de l'humour qu'il faut pour endurer ça. La solitude, déjà,
Il dit « je n'y arriverai pas », les haines que tu fais converger, les syndicats, les 50 000 personnes qui te prennent pour leur mère, qu'à ce titre tu vas blesser un jour ou l'autre, décevoir, te faire traiter de voleur par la moitié de la France ou la moitié de la presse, obligé de t'en foutre sinon tu dors plus, les types comme moi qui rêvent à voix haute de te planter dans le dos, les lois que tu enfreins sans avoir le temps de les connaître, et à la fin une usine qui pète et tu pètes avec, t'auras quoi au final? Un cancer, du pognon, un juge au basque. Et là, elle lui répond, il se peut que tu noircisses un peu le tableau. Mais pas vraiment, non? Non, je pense qu'il y a une vraie désaffection aujourd'hui, on s'en rend compte en rencontrant cette population-là pour le rôle de grands dirigeants français. C'est beaucoup des gens qui ont envie de quitter la France que j'ai rencontrés, qui y exercent aujourd'hui, mais qui sont incapables de vous dire si dans 3 ans, 5 ans, ils seront encore dans le territoire. Parce que le grand patron français, c'est ce que vous venez de lire de plus en plus dans l'imaginaire de ces gens-là, qui pourtant ont la même formation intellectuelle, qui sont passés par les mêmes endroits. Mais voilà. Ou peut-être de jeunes, voire de très jeunes hommes politiques aussi. Oui, également. C'est ça. Je voulais vous faire écouter quelqu'un, et après on reviendra sur 3 signes particuliers peut-être de ce que vous êtes pour vous définir. On est en 2003 et je vous propose d'écouter un grand écrivain. J'écris peu, j'écris rarement, j'écris, je dirais bien le moins possible. Quand je suis pressé par une sorte de nécessité non pas d'existence ni de carrière, mais quelque chose entre les deux. Il faut bien de temps en temps montrer de nouveau qu'on est toujours là, même si c'est dans des toutes petites choses. Mais j'écris pas souvent, quoique je ne fasse que ça. Est-ce que c'est parce que vous écrivez parfaitement? Et je ne crois pas écrire parfaitement non plus. Je m'efforce de faire aussi bien que je peux. Mais peut-être que le fait, que je me contraigne, non, que j'essaye de ne pas trop écrire et que je joue de ma rétention, si on peut dire, peut-être que ça fait que lorsque je me mets au travail, les textes sont plus forts qu'ils ne seraient si j'écrivais tous les jours, je ne sais pas. Peut-être quand j'ai réussi à me monter une sorte de cinéma mégalomane ou hystérique et que je me dis, bon, eh bien, oui, je suis l'écrivain. On vous voit là ce soir mégalomane et hystérique. Non, mais quand j'écris, si. Et c'est difficile à obtenir, quand on est presque normal. Il est difficile d'obtenir de soi que tout à coup on se dise, voilà, je suis libre, je peux faire ce que je veux, et ce que je vais faire va être beau, tout à coup. Voilà ce que je me dis. C'est énormément gonflé. Je ne peux pas le dire, je ne peux pas me le dire tous les jours. Pierre Michon, Jean Echenoz, on est en 2003. Vous avez fait une thèse à l'Université de Lorraine sur la place de la littérature à la télévision. Quand je pense que Pierre Michon aurait pu vous empêcher d'écrire. Oui. Pourquoi ? Pas que lui d'ailleurs. Ça réfère à la question que vous lui posez. Vous écrivez parfaitement. Moi, j'ai beaucoup lu avant d'écrire. Depuis l'enfance, j'avais ce vœu d'être romancière. Et puis, j'ai lu de plus en plus. Et quand j'ai commencé à lire, il y a Flaubert qui m'a fait cet effet-là, il y a Michon. Je me suis dit, c'est indépassable. Si la littérature, c'est ça, je ne peux pas atteindre ce royaume, je ne peux pas y entrer. Parce que effectivement, c'est à couper le souffle. Il y a une forme de perfection, il y a un caractère irréprochable de sa langue. On ne peut pas aller au-dessus. C'est la statuaire grecque, quoi. Donc, les vies minuscules. Voilà. J'ai tout lu et plusieurs fois, et je suis tellement gré d'exister, de continuer à écrire, et de ne pas mourir. C'est rien que ça, c'est une bonne nouvelle. Mais voilà, il a fallu que je découvre ensuite, précisément Echenoz aussi. Et arrive aussi à un moment Romain Gary. Ah oui. C'est Romain Gary qui vous libère. Ah oui, Romain Gary, Les Enchanteurs. Ah oui. Et pourquoi ça vous libère, Romain Gary ? Justement parce que Romain Gary... C'est un écrivain aussi. Hein, donc, Alors moi je commence par Les Enchanteurs et après très vite Émile Ajar. Il y a ce qu'il dit dans Les Enchanteurs, c'est-à-dire que le réel intelligible est vraiment est une donnée, tout s'invente. C'est pas parce que tu souffres dans telle dimension
en inventant une autre où les limites de l'espace-temps n'existent pas. Alors ça, moi je lis ça assez tard, hein, à 20 ans. Hein. Là, je vulgarise un peu le propos, mais je ne sais pas, je ne l'avais jamais lu comme ça. Et surtout, ce qu'il fait de la langue, le jeu qu'il a, et de plus en plus, on parlait de la possible schizophrénie de l'écriture. Alors lui, c'en est, Kamel Fini d'ailleurs, lui, c'en est vraiment l'expression type. Il y a 3-4 voix qui parlent en même temps. Et alors que là, on parlait de voix unique et surplombante. Quand on parle de Michon, de Flaubert, et Romain Gary, il fait ce qu'il veut. Il joue. Mais et je me suis dit, si on peut faire ça, si la langue, si le français se laisse approcher, apprivoiser comme ça, c'était une question de droit. Effectivement, j'ai le droit. J'ai le droit, je m'autorise. Ouais, voilà. Et je dois tout à Romain Gary. Ouais. Dernière question pas très original. à ce niveau de la conversation, c'est quand vous étiez petite, vous habitiez dans l'Est, etc. Et vous disiez, je cite un confrère ou une consoeur qui a fait un portrait de vous dans le journal Le Monde, et vous disiez quand vous étiez enfant, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux être Michel Audiard. Non. Ouais. Je veux faire Michel Audiard. Voilà, et tout collé. Ouais. J'ai le souvenir de l'article que j'ai lu. Oui, c'est peut-être avant même d'être. Et donc vous êtes scénariste de télévision et de cinéma. Oui, parce que j'avais vu mon père regarder un film et je voyais qu'il riait et je voyais qu'il réagissait à des mots que je ne comprenais par ailleurs pas. Hein. J'étais trop jeune et j'ai demandé est-ce que c'est un métier d'écrire ce que les gens se disent à la télévision. Il m'a dit oui, c'est un métier et là c'est Michel Audiard. Ah bon. Et il m'a laissé là-dessus parce que le film était manifestement passionnant. Et pendant des années, à l'école primaire, j'ai écrit effectivement Michel Audiard en un seul mot et avec un O. Lionel Nakache, qu'avez-vous entendu de votre voisine? Il y a beaucoup de choses autour de la place de l'écriture, ou même aussi la réaction, par exemple, à l'extrait de l'expérience de sociologie qui était présentée tout à l'heure, où moi j'avais un jugement peut-être, je ne sais pas, on peut en discuter, peut-être un poil plus nuancé, où j'ai trouvé, je ne suis pas sociologue évidemment, je trouvais que le projet était extrêmement audacieux, mais pour le coup, il me semblait, moi, en réaction immédiate, également très risqué. Et en revenant sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était en réalité le fait que cette posture qu'on doit avoir avec notre voix intérieure, de la prendre au sérieux, tout en étant capable d'avoir conscience de ses limites, si vous voulez. Et là, peut-être le point qui m'interrogeait, c'est que quand vous êtes vous-même l'objet de votre propre recherche, vous arrivez avec des stéréotypes que vous avez internalisés, de vous dire là, je suis peut-être pas à ma place, on va me renvoyer un truc négatif. Il ne faut pas perdre de vue que ce que vous allez vouloir mesurer ou quantifier, c'est très dépendant aussi de la nature de votre regard. Vous pouvez décider de porter votre regard des choses totalement différentes. Donc là, il y a peut-être parfois, on peut en discuter, mais un piège de penser se dire je suis en train de quantifier une sorte d'objectif qui est face à moi, mais en réalité, cette partie infime qui existe là, vous avez fait partie de la sélection de ce processus à votre insu par la posture qui est la vôtre. Et donc du coup, ce jeu-là, moi, me met toujours un peu mal à l'aise quand on pense qu'on s'est affranchi de soi, alors que, je veux dire, pour moi, le retour même peut-être à Descartes, c'est qu'on ne s'affranchit jamais de soi. On ne peut pas s'affranchir de cette caméra subjective. Et donc du coup, c'est pour ça que j'aimais bien cette posture à deux voix en permanence, de se dire, je parle, mais en même temps, je dégoupille ou en tout cas, je désamorce plutôt ce que je dis. Et là, je m'interrogeais sur cette expérience-là. C'est ma réaction immédiate, hein, je ne connais pas cette recherche, etc. Mais c'est une recherche qui a duré sur plusieurs années d'études. Oui, c'est fascinant, c'est très intéressant. Mais voilà, c'était le questionnement que j'avais, moi. Être le spectateur et le critique de sa propre vie, on va en parler dans une seconde. Pour ouvrir la suite de la conversation avec vous, ceci que je trouve dans Rome en un jour, comment une femme qui veut faire plaisir à son mari en lui souhaitant son anniversaire et en réunissant des amis sur le toit d'un immeuble, c'est compliqué et ça ne marche pas forcément. Hein, bon. Mais je lis ceci par exemple, et ça ouvre sur la conversation qu'on va poursuivre avec vous. Entre Paul et Marguerite, sexuellement, ce n'est pas ça. Est-ce que ça l'a été? Oui, sûrement, encore que nous n'ayons aucun témoin à produire. Qu'est-ce que ce n'est pas ça? Ni Paul ni Marguerite ne l'ignorent. Est-ce qu'on peut vivre avec? Preuve que oui, il suffit d'éviter d'en parler. Mais là, bon, Paul a l'air de vouloir en parler, alors parlons-en. On va le faire dans une seconde avec vous sur la méconnaissance sexuelle ou la méconnaissance de la connaissance en général, avec les interdits qu'on s'y met dans cette névrose cognitivo-sexuelle qui naît
dans les cercles du XVIIe siècle et qui aujourd'hui connaît toute sa splendeur. On va en parler dans une seconde avec vous, Lionel Nakache. Après General Electric, on va parler musique, hein, toujours un moment de musique dans cette émission. Fausse raison sociale, c'est d'abord Hervé Salters, qui est un magicien des claviers au service d'une électropop, et puis électropop, mais il y a aussi funk. Dernier album au tir à la carabine, mise en image par Zachary Zezima. Au tir à la carabine, la crosse nichée dans ton épaule, tu détruisais cible après cible, c'était définitif et beau. Les éclats de plastique fusaient quand tu caressais la gâchette. Parfois tu jouais pour la peluche, parfois pour le radiocassette. Au tir à la carabine, la crosse nichée dans ton épaule. Au tir à la carabine. Oh, oh. Au tir à la carabine, tu excelles toujours autant. Les plombs qui sortent de ta bouche font voler en éclats les gens. Ta motivation est moins claire, un genre de pluche imaginaire, un truc dément que toi seul vois chaque fois que quelqu'un mord la poussière. Au tir à la carabine, la crosse nichée dans ton épaule. Au tir à la carabine. Oh, oh. Jusqu'à ce jour de grand vent où une abeille agonisante vint s'agripper à tes lunettes pour mourir là, posée sur toi. Depuis tu n'emmerdes plus les gens, tu n'en vois plus voler de plomb. Parfois c'est un peu moins marrant, mais ça te va mieux la compassion. Au tir à la carabine, la crosse nichée dans ton épaule. Au tir à la carabine. Oh, oh. Lionel Nakache, je vais essayer de résumer votre thèse. Vous êtes X. Hein, alors, je vais quand même préciser avant que l'essentiel de votre recherche, en tout cas une grande partie de votre recherche, porte sur le sujet, hein, la subjectivation et la subjectivisation. Comment vous dites? Oui, la subjectivité en général La subjectivité et en la général. conscience. En fait, mes travaux sont beaucoup sur la conscience. Et ce qui m'intéresse dans la conscience, c'est cette notion de sujet, de subjectivité, de regard subjectif, d'identité subjective. Donc, à un moment donné de sa vie, Lionel Nakache est un X. Oui. Et un jour, il est bombardé d'un Y. Alors on peut dire que quand il est X, ses fixes sont à peu près corrects. Et puis un jour, il est bombardé d'un Y, une information, une connaissance, et ce Y s'appelle Molière. Et puis donc le X initial devient un X'. Et donc, les fixes du X' ont forcément changé. Entre-temps, s'est passé un phénomène qui est un phénomène de PTI, et ça a plutôt bien fonctionné. On est en post-lacanien, là. Oui, voilà. Donc, alors, entre les fixes et les PTI, on a perdu tout le monde. Tout sujet Ouais. fictionne, interprète, croit,
organise son récit pour accepter de vivre, d'accord ? Et en permanence, il est bombardé d'informations. C'est une pièce de théâtre, c'est l'information à la télé, c'est le rapport à l'autre, notamment la sexualité. Et dès qu'il a une information, il se transforme. Et si la pénétration de l'information, mais aussi la pénétration sexuelle, permet une transformation subjective, donc si l'intersubjectivité est conséquente, le X devient un X' beaucoup plus fort, beaucoup plus équilibré, plus intelligent, plus connaissant. On est d'accord ? Presque. C'est qu'effectivement, à mes yeux, cette identité subjective, ce système X que chacun incarne en permanence à chaque instant, il est nourri de cette machine à fiction qu'on peut décrire. Et ensuite, cette expérience de transformation, qui peuvent être soit la connaissance, soit la sexualité, elle commence par cette opération que j'appelle l'accès à un Y, le Y étant une information extérieure, ou bien dans le cadre de la sexualité, disons un corps sexué de manière générique. Et puis de cette rencontre, il peut ou pas, c'est pas systématique, opérer une transformation. Et quand je disais presque, c'est que cette transformation, je ne suis pas irénique. Je ne la vois pas nécessairement comme quelque chose qui est nécessairement épanouissant ou bienfaisant. Simplement, c'est une transformation, c'est un potentiel de transformation. Et précisément, toute la menace qu'on peut éprouver à l'idée de se transformer... C'est que ça ne se passe pas, voilà, en tout cas, qu'on refuse la transformation. Peut en tout cas constituer des limites, des freins à cette transformation, cette possibilité de transformation dont rien n'est garanti en réalité. Et ce Y-là vous arrive un jour avec ceci, c'est au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, c'était en 2016, mise en scène du chef-d'œuvre de Molière. Ce que vous soulignez très bien dans votre livre, c'est que sur cette pièce dont on va parler dans une seconde, Les femmes savantes, il y a 4 ans de travail alors que Molière a publié plus de 30 pièces et qu'il les faisait sur un coin de table en une demi-journée. Donc cette pièce-là est sans doute centrale dans son œuvre. Extrait, enfin plutôt la bande-annonce de ce spectacle que vous avez vu et qui a pour vous été littéralement ce que j'ai dit tout à l'heure, en philosophie on dit un APAC, c'est-à-dire une espèce d'occurrence unique, un Y formidable. Oui, absolument, c'est vrai, j'ai eu cette chance-là. Faites-vous sur mes vœux un pouvoir légitime. Je respecte beaucoup, madame, votre mère, mais je ne puis du tout approuver sa chimère. Oh, chimère! Cliton, auprès de vous, me fait son interprète. Et son cœur était pris des grâces d'Henriette. Quoi, de ma fille? Vous ignorez l'histoire. Et l'affaire n'est pas ce que vous pouvez croire. Mais pourquoi voulez-vous penser ce qui n'est pas? Prêtons l'oreille au reste. Il n'est pas nécessaire. Je réponds de ma femme. Je ne sais pas pour moi si chacun me ressemble, mais j'entends là-dessous 1 million de mots. C'est une chose infâme que d'être si soumis au pouvoir d'une femme. Ce monsieur Trissotin, dont on nous fait un crime et qui n'a pas l'honneur d'être dans votre estime, est celui que je prends pour l'époux qu'il lui faut, et je sais mieux que vous juger de ce qu'il vaut. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Quoi qu'on dit. Je veux nous venger, toutes, tant que nous sommes, de cette indigne classe où nous rangent les hommes, de borner nos talents à des futilités et nous fermer la porte aux sublimes clartés. Voilà donc Les femmes savantes. Qu'est-ce que ça déclenche chez vous? C'est-à-dire que chez vous, ça déclenche, une première observation. Là où on nous dit que c'est une comédie, c'est aussi un destin tragique pour les 10 personnages qui constituent cette pièce, même si, bon, on peut dire tragicomédie. Mais et pourquoi est-ce que ce qui vous est révélé, c'est le fait que cette pièce parlerait avant tout du rapport à la connaissance et du rapport à la sexualité mis exactement au même niveau, avec, dans le cas de l'une, la volonté d'être intelligente et le refus absolu de la sexualité. Dans le cas de la deuxième fille, dans le cas d'Henriette, c'est le tout jouir et halte à la surtout pas de connaissance. Donc vous mettez en place et vous observez ce qu'on appelle, c'est ce que j'ai appelé, enfin ce que vous appelez vous, cette névrose cognitivo-sexuelle, avec tous les empêchements qui existent aujourd'hui en 2012. Autrement dit, les humains que nous sommes, mâles ou femelles, on est très douloureux quand il s'agit de trouver un équilibre entre la connaissance et la sexualité étant une connaissance comme une autre.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, cette soirée au théâtre, dès la première scène, là, sans se la raconter, mais on était en famille au théâtre, et dès la première scène, c'est justement, ça commence précisément par une sorte de dialogue en opposition, presque en lutte entre ces deux sœurs, qui sont Armande et Henriette, que vous avez décrites. Et dès le départ, en fait, ce qui me frappe vraiment, c'est le fait que, c'est pas moi, Molière, met en scène en fait, deux personnages principaux qui s'incarnent dans ces 10 personnages, qui sont la sexualité et la connaissance, et des difficultés, voire des antagonismes qui nourrissent nos relations avec les deux. Et avec aussi en étant marqué par le fait que cette pièce pose de manière explicite une sorte de clivage entre les deux. Et ce qui est étonnant, parce qu'aujourd'hui, le clivage, il nous paraît naturel. C'est-à-dire que si on fait un micro-trottoir, on interroge la plupart des gens, on va se dire, mais a priori, rapprocher la sexualité de la connaissance, pourquoi? C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Et pour autant, lorsqu'on se tourne vers des traditions culturelles, religieuses, européennes, variées, et pas que européennes, on retrouve, c'est pas un scoop ça de dire que la proximité étonnante entre les deux, c'est vieux comme le monde. Donc le fait qu'on vive une période moderne de clivage... Adam connu Ève au sens biblique du terme. Voilà, c'est vrai qu'on donc peut il prendre... la pénétrait. Et alors il y a ce premier rapport sexuel, et qui n'est pas dans l'hébreu biblique le verbe ladaat, qui est le verbe qu'on utilise pour dire connaître, c'est le verbe qui est utilisé pour la connaissance. Et qu'on est évidemment, du coup, vous pouvez vous livrer à des herméneutiques, des interprétations, etc. Et il n'y a pas que l'exemple de la Torah ou de la Bible. Il y a beaucoup de traditions qui unissent la notion que ce qui se passe, en fait, dans l'expérience sexuelle ou l'expérience de connaissance, ce sont une sorte de méta-expérience qui est quasiment la même, en fait, qui est très proche. Et comme vous l'avez dit, Molière, qui était aussi un philosophe, au sens où il avait une proximité avec la pensée de son époque, c'est assez documenté, il y a eu beaucoup de biographies récemment, après, à la fin de l'écriture de ce livre, je lisais l'ouvrage de Georges Forestier sur Molière, qui est remarquable de précision. Donc on sait qu'effectivement, il a passé un temps considérable à penser, à construire l'appareil intellectuel de cette pièce. Ouais. En plus, vous réfléchissez à cette idée que cette pièce est traditionnellement, ou en tout cas a été très critiquée pour sa misogynie. Vous dites, j'ai noté le nom, c'est pas une misogynie de Molière, c'est en fait une facilité, puisque le titre de votre livre, c'est « Nous sommes tous des femmes savantes » et donc nous sommes tous des hommes savants aussi, c'est-à-dire des êtres psychiques incapables de gérer cette affaire de la connaissance et de la sexualité. Oui, en tout cas, je ne dirais pas incapables, mais soumis à un difficile. Voilà, difficile. Et qu'effectivement, traditionnellement, Molière, cette pièce-là, elle a été extrêmement commentée, cette pièce. Du fait qu'elle a été extrêmement pensée par Molière, c'est une des pièces peut-être qui a bénéficié le plus de commentaires, d'herméneutique, d'interprétation. Et un des points classiques, c'est l'exercice imposé, c'est où se positionner par rapport à cette sorte de misogynie qui transparaît dans le titre, puisqu'il sonne comme une sorte d'oxymore. Femme savante, faites-moi rire, femme savante, vous voyez. Et c'est vrai qu'à travers, c'est pas ce qui m'a motivé moi, mais à travers ce fil de questionner les rapports de la sexualité et de la connaissance, il apparaissait assez vite que les 10 personnages sont des femmes savantes. Et de ce point de vue, la misogynie disparaît déjà, parce qu'en réalité, ça ne touche pas que les femmes, ça touche tout le monde. Mais du coup, on peut avoir une version faible de la misogynie, c'est malgré tout pourquoi ça s'appelle des femmes savantes et pas des hommes. Et j'en propose un décryptage en disant que ce qui s'est passé à cette époque, le différentiel d'avant-après, le XY prime, il a dû probablement être considérablement plus riche et plus puissant pour des femmes que pour des hommes, de par la libéralisation de l'accès à la connaissance et à la sexualité qui se joue au XVIIe, dans les premiers salons, les ruelles, ce qu'elle est devenir. C'est le début de la société moderne en réalité, et peut-être que cet effet différentiel rend le symptôme névrotique plus fort chez des femmes, d'où une facilité que vous disiez de résumer à ce qui est le plus risible, mais pas parce que c'est des femmes, parce que c'était le plus puissant. Alors, il y a de l'humour chez Maria Pourchet, puis il y a aussi de l'humour chez vous aussi. Quand vous décrivez cette scène de Trissotin avec Philaminte, Bélise et Armande. Et donc vous dites que c'est du gangbang. Bah oui, parce que et vous le prouvez par le texte en plus. Mais c'est ça que je ne prouve pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça. Et quand on lit cette pièce, cette scène-là, c'est assez prodigieux. C'est qu'effectivement, c'est pour moi aussi une scène clé par rapport à la construction que je propose, c'est qu'on voit dans ce clivage entre sexualité et connaissance, le fait de les séparer pour des raisons d'empêchement de transformation de soi, ça permet en réalité de faire des sortes de passe-murailles, de faire des tours de passe-murailles, c'est-à-dire de jouer à l'exercice de la sexualité dans le champ de la connaissance, parce qu'on les a clivés. Et cette scène-là, c'est une scène qui évidemment est avant tout, et Molière a dû, j'imagine, beaucoup s'amuser en l'écrivant. Quand vous la lisez, effectivement, les râles de plaisir, les formules utilisées, vous avez une sorte de scène sexuelle entre 3 femmes autour de Trissotin, et puis bientôt Vadus qui va les rejoindre.
Et c'est vrai qu'elle est à la fois drôle, cette scène, ces deux scènes qui se poursuivent, et en même temps, pour moi, elle avait une valeur de, non pas de confirmation, je ne dis pas que c'est ce que Molière a pensé, mais en tout cas, de mise en lumière de l'argument que j'ai essayé de développer en écoutant et en lisant cette pièce. Je vous lis un extrait à propos d'Armande. Bref, à n'en pas douter, le destin d'Armande dans Les Femmes savantes est tragique, pour résumer ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Son personnage conjugue une valorisation de la connaissance avec un rejet de la sexualité et il s'achemine implacablement vers une funeste issue. Nul bonheur, nulle joie, nul épanouissement au bout du chemin. Nous retiendrons également que la connaissance est envisagée par Armande comme un vecteur de puissance et de domination, pas forcément de transformation, et jamais comme une expérience de remise en question de soi ou de métamorphose subjective, ni non plus comme une source d'enrichissement révélatrice de la fragilité de notre identité. Une connaissance portée au nu, certes, mais tenue comme un glaive menaçant autrui plutôt que comme une lumière éclairant le monde. Une connaissance brandie comme une arme que nul ne pourrait retourner contre elle pour percer son propre sein, trop bien protégée qu'elle est par une impénétrable armure. Ça, c'est un exemple. Vous décrivez, au travers du prisme de votre thèse, tous les personnages. Et tous ces personnages, on peut les transposer en 2019, puisque la mécanique de cette névrose est toujours la même, c'est-à-dire qu'on s'accroche à sa connaissance sans vouloir être transformé par l'information qui arrive. Pourquoi est-ce que cette névrose est aussi prégnante aujourd'hui, en 2019 ? Mon décryptage, c'est qu'en réalité, si vraiment on reprend ce schéma, ce fameux schéma un peu post-lacanien X, Y, X', et de se dire que la connaissance ou la sexualité peut être résumée par cette capacité de se transformer, par aussi l'accès. Donc un accès qui précède une transformation. Ça veut dire qu'il y a deux étapes en réalité à combattre, ou en tout cas à se battre pour ces deux étapes pour arriver à vivre la connaissance et la sexualité. La première étape, c'est celle d'autoriser l'accès, sans accès ni connaissance ni sexualité, et également ensuite de penser à la deuxième. Et ce que je pense, et j'essaie de le discuter, c'est que la société dans laquelle nous vivons, et ce n'est pas du tout un jugement de valeur, et je suis content de vivre dans une société qui a favorisé cet accès aux informations, je dirais que c'est une société qui a, entre guillemets, gagné la bataille de l'accès. C'est-à-dire que comparé à 4 siècles ou 3 siècles, sans être historien ni sociologue, et même à l'échelle de nos propres existences, on peut voir que le combat pour l'accès à l'information et l'accès à la sexualité est évidemment incomparablement gagné par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Mais mon diagnostic, c'est qu'en réalité, cette étape de l'accès est très importante, mais elle ne résume pas. Et qu'en réalité, gagner l'accès, entre guillemets, ne résout pas la question du défi qui est beaucoup plus compliqué, qui est celui de d'oser se transformer. Et que l'information n'est pas la connaissance. Oui, ça, c'est voilà. c'est Et que le rapport, l'accès au corps sexué ne résume pas la sexualité. Et que je crois que ce que je veux appeler, moi, la névrose contemporaine, la forme moderne, c'est que par peur de se transformer, pendant longtemps, on limitait l'accès. Maintenant, l'accès est garanti, mais comme cette peur réside, une des formes contemporaines, d'après moi, consiste à se verrouiller de l'intérieur, à avoir une sorte d'armure qui nous permette de continuer à avoir des accès en information ou pour la sexualité, mais en ayant verrouillé de l'intérieur cette mécanique subjective et du coup d'aboutir. Alors évidemment, ce que je dis, c'est pas quelque chose à prendre de manière systématique, implacable et totale, mais qu'il y a, d'après moi, un facteur de cette nature qui permettrait de décrypter des formes contemporaines, des symptômes contemporains en termes de connaissance ou de sexualité. Ouais. Vous parlez bien sûr du complotisme, par exemple. Bien sûr. Sur ces deux exemples, le complotisme et MeToo, c'est-à-dire sur MeToo, paradoxalement, ce qui pour vous traduirait l'accès à la sexualité, mais l'absence de considération du sujet dans la sexualité. Oui, je pense que MeToo, en tout cas, pour être clair aussi, je pense que c'est important de le rappeler, j'ai rien d'intéressant à dire sur la dimension criminelle. Non, le crime est là. Le crime est à condamner, à punir, voilà. J'ai rien à dire d'intéressant. Par contre, j'ai l'impression que MeToo peut être une occasion, on ne sait pas si elle surviendra, de la prise de conscience que dans la sexualité, il n'y a pas uniquement la question de l'accès ou de la performance, mais qu'en réalité, il y a cette nécessité de réintroduire la place du sujet. Et ce que je trouvais, c'est qu'en tirant le fil de cette interprétation, je retombais, ce n'était pas prévu initialement, sur la formule MeToo. La formule MeToo, si on la prend au pied de la lettre, c'est quand même, évidemment, c'est moi aussi, j'ai une expérience de harcèlement à rapporter. Mais ça peut être de manière plus essentielle. Dans la sexualité, il y a aussi moi, il y a ce X. Et qu'il n'y a pas que le Y, qu'il n'y a pas que la question de l'accès à l'Y, et que peut-être ça sera loupé, mais qu'en tout cas, cette expérience planétaire, elle peut être l'occasion d'une prise de conscience. Voilà. Je ne sais pas si elle surviendra, mais elle peut l'être. Alors, qui dans Les Femmes savantes, qui est pour vous le personnage qui pourrait réussir
à incarner bien le sujet, c'est-à-dire quelqu'un qui réussit à accepter la transformation venue de la connaissance, la transformation venue de la sexualité, qui réussit à se remettre en cause, donc à accepter l'idée du néant, l'idée de la mort. Et vous dites, il y a deux personnages dans la pièce, sauf qu'ils sont tellement seuls. Donc il y a tellement peu d'intersubjectivité que ça ne marche pas. Oui, c'est exactement ça. C'est qu'effectivement, il y a deux personnages qui en plus sont de deux générations différentes. Il y a Ariste, le plus ancien, et il y a Clitandre. Et en réalité, qui est le jeune, en plus, le jeune promis qui est en plus... On parlait du couple tout à l'heure, oui. et vous décrivez le couple à venir entre Clitandre et Henriette. Ouf. Oui, c'est pire que chez vous, hein. Mais je crois que c'est vrai, cette histoire de... Et c'est vrai? C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quand même l'histoire d'un individu qui commence par être amoureux d'une des deux sœurs pour finir par se marier avec l'autre. Et en fait, qui semble en fait apprécier dans les deux sœurs deux choses différentes, dissociées, incompatibles, sans être capable de résoudre vraiment. Mais néanmoins, effectivement, je pense que Clitandre et Ariste, et si c'est ça, du coup, il y a un côté presque mathématique chez Molière ici, il nous brosse deux portraits, en l'occurrence d'hommes, ça aurait pu être des femmes, qui ont la possibilité de vivre ces deux expériences de manière, disons, épanouie, mais qui ne le peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'un solipsisme. Dans les deux cas, la connaissance et la sexualité, c'est pas tout seul. Quels sont les Clitandres et les Aristes d'aujourd'hui? Qui est-ce qui Ça, c'est comment on se débrouille avec cet assaut du Y, c'est-à-dire avec ce tout info, avec cette sexualité débridée, YouPorn, Pornhub ou YouPorn, enfin bon, YouPorn, quoi. Voilà, c'est ça. Écoutez, je ne sais pas, ce que je propose à un moment donné, c'est que je crois qu'on peut percevoir aussi ces 10 personnages, qui sont tous, non pas des caricatures, mais des formes emblématiques d'un des symptômes de cette névrose. On peut pas nécessairement chercher qui colle avec tel personnage, mais surtout les intérioriser comme une sorte de repère, vous voyez, de carte, comme les directions en fait, qui peuvent nous dire à chaque moment, on est peut-être une combinaison de ces différents personnages, et qu'on peut parfois être plutôt Clitandre, parfois être plutôt dans une posture Armande, ça veut dire une posture de rapport à la connaissance qui parfois est énervante, un rapport à l'érudition, qui par l'érudition. L'érudition est nécessaire dans la connaissance, mais parfois l'érudition vous empêche d'oser la nudité de la transformation de la connaissance. Et donc, vous vous enfermez dans une érudition. Donc, ça, on peut ressembler. Vous parliez de Trissotin. Quand on est amené à jouer un rôle d'expert, évidemment qu'on a conscience de tout ce qui a cette difficulté à pouvoir tenir un discours en étant vrai, en étant... Donc voilà, donc je ne suis pas sûr que quelqu'un soit totalement Clitandre ou Ariste tout seul. Alors, il y a un très beau mot sur lequel on reviendra qui termine votre livre, c'est l'idée de la nudité. La question de passez-moi la trivialité, mais la question d'être capable de se mettre à poil. Donc de rencontrer l'autre, qu'il soit information ou corps. Deux remarques par rapport à votre travail, c'est le rapport à Freud. Et je trouve que ça fait avancer le débat, puisque, pour vous situer rapidement par rapport à Freud, alors que chez lui, la sexualité est source, pour vous, sexualité et connaissance sont deux sources situées au même niveau. Absolument. Et vous dites, là où dans sa deuxième topique, Freud dit Eros Thanatos, vous dites Eros, Gnosis, c'est-à-dire l'éros et la connaissance ensemble. Et puis Thanatos, c'est une des conséquences. En tout cas, c'est ce que je propose. Et quand je dis ça, c'est pas un exercice de mégalomanie. Non, mais on pense à la hauteur de ce qu'on peut penser, et qu'effectivement, et quand on prend au sérieux une pensée, on se dit bon, qu'est-ce qu'elle veut dire pour moi? Et donc, c'est vrai que j'ai une relecture de Freud. Un de mes premiers livres s'appelait Le Nouvel Inconscient. Où je revisitais la théorie freudienne de l'inconscient en posant des discussions. Alors là, c'est vrai qu'effectivement, je pense que dans cette construction-là, moi, je ne conçois pas tellement la connaissance comme une sorte de produit dérivé de la pulsion de mort ou de la sexualité comme une sublimation de la sexualité. Vous faites fonctionner dans les deux sens, c'est-à-dire que... je pense que les deux sont au même niveau. Quand on veut pas de sexualité, on se réfugie dans l'art et on sublime. Et vous parlez de condensation, c'est-à-dire... Voilà, du coup j'introduis la condensation névrotique et la sublimation de la condensation, mais que je pense que les deux ne sont pas... Évidemment, il y a un côté ludique à jouer avec ces mots, mais je pense que les deux opérations de sublimation et de condensation ne sont pas nécessairement névrotiques. Elles peuvent être procédées de manière extrêmement épanouie. Ce qui est névrotique pour moi, ce n'est pas le fait de passer de l'un à l'autre, mais c'est de passer de l'un à l'autre en les clivant. En fait, en opérant ce clivage. Et ce clivage, il n'est pas nécessaire en réalité. La fin de votre livre, qui est
passionnant, remarquablement abordable. On rit aussi. Moi, j'ai beaucoup ri en l'écrivant. Il y a ce plaisir, pour le coup, de lecteur. Donc, ce plaisir de lecteur fait écho, j'imagine, au plaisir de l'écriture, mais surtout à la qualité de l'écriture de l'écrivain que vous êtes aussi. Hein. Et je reviens sur le mot qu'on utilisait tout à l'heure, c'est-à-dire nudité. Comment est-ce que vous vous sentez à poil, vous, aujourd'hui? Bah, écoutez, cette place... C'est une éthique. Bien sûr, bien sûr. D'abord, ce n'est pas un état permanent. Et c'est ça qui est intéressant. Je vous remercie de vous être habillé pour être... C'est ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... et ce n'est pas une figure de style. Ce n'est pas une sorte de porte de sortie de l'écriture. C'est vraiment quelque chose que je n'avais pas en tête quand je l'ai écrit. C'est que je voyais progressivement qu'il y avait un terme qui n'était pas dans mon livre, mais qui était omniprésent de manière implicite, c'est cette notion de nudité. Et en terminant par la nudité, ce dont j'ai pris conscience, c'est qu'effectivement, tout l'enjeu de ce que j'essaie de proposer, c'est que dans la connaissance et dans la sexualité, la mise à nu au sens subjectif, d'être capable d'ouvrir les portes de sa subjectivité, de prendre le risque de se transformer, c'est ça un petit peu la difficulté, mais de prendre conscience à la dernière étape que pour que la notion de nudité ait un sens, il faut d'abord ne pas être nu. C'est-à-dire que pour savoir ce que veut dire être nu, il faut être habillé. Ce qui veut dire, si on prend cette logique au sérieux, qu'en réalité, cette névrose qui apparaît comme un obstacle, c'est également la condition première à la possibilité de la connaissance et de la sexualité. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une sorte de figure de renversement où on se rend compte que cette névrose que Molière met en scène ici, c'est à la fois une source de souffrance, mais c'est la seule possibilité qui rend réellement accessible la notion même de la connaissance ou de la sexualité. Et que cette double statut de condition première et de contrainte, c'est peut-être la source de l'ambivalence qu'on a face à ces deux phénomènes. Un mot, le processus X, donc le sujet qui accepte la connaissance Y, X', postule la transformation de soi par la connaissance avec tous les risques, menaces et anxiétés anticipatoires afférents. Il n'est pas aisé de prendre le risque de se transformer. La résistance au changement figure parmi les facteurs d'inertie subjective les plus puissants de l'évolution animale et en particulier chez l'homme. Cette peur du changement subjectif et de l'effort qui accompagne le triptyque de pénétration, transformation, intersubjectivité est à l'origine de plusieurs formes de résistance que nous avions qualifiées plus haut de mauvaises solutions aux véritables problèmes soulevés par l'expérience de la connaissance. Voilà, peur du changement. Bon. Je voulais revenir à ce que vous êtes aussi, c'est-à-dire au-delà de ce qui vous arrive quand vous devenez un X', vous êtes neurologue. Et avant de vous poser une dernière question sur les neurosciences et la neurologie, je voudrais vous faire écouter l'un de vos collègues qui est Béchir Jaraya, qu'on avait reçu en mars 2018, il y a un peu plus d'un an. Il est spécialiste en maladie de Parkinson. Et justement, il parlait des progrès de l'imagerie, ce que vous utilisez tous les jours, et de la possibilité d'intervention sur le cerveau. La neurologie, jusqu'à il y a quelques décennies, on n'arrivait pas à traiter ces maladies neurodégénératives, ou même pas à améliorer le quotidien. Voilà. Ça a tout de suite formulé un espoir pour d'autres maladies. Et là, on s'est dit, peut-être que si dans telle maladie, si l'on trouve l'endroit à stimuler, hein, et c'est là où l'imagerie, y compris l'imagerie fonctionnelle, nous permet de plus en plus maintenant de nous dire le problème il se passe là, peut-être qu'en implantant une électrode à cet endroit-là, on va pouvoir faire la même chose que pour le Parkinson, transformer le quotidien. Alors, quelles sont ces maladies en pratique qui sont concernées? C'est là où il va falloir être prudent sur le plan éthique, parce qu'on assiste à un retour vers des maladies psychiatriques, telles que les troubles obsessionnels et compulsifs, voire certaines dépressions graves, voire des comas. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire, vous êtes en train de dire aux psychanalystes que éventuellement on peut fantasmer l'idée que on pourra traiter de cette manière les psychoses, les névroses, les dépressions, la maniaco-dépression. Potentiellement, vous l'avez dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement, il ne faut pas avoir à l'esprit qu'il va falloir implanter tous ces patients, mais il est possible qu'une proportion bien définie puisse bénéficier, et c'est le cas. C'est-à-dire que certaines recherches cliniques ont démontré, notamment dans les troubles obsessionnels et compulsifs très sévères, hein, il ne s'agit pas de troubles obsessionnels un petit peu, tout à fait supportables, très sévères dans le sens où ça handicape la vie de cette personne.
Alors, la question, bon, vous avez entendu votre confrère, la question c'est l'état de neurosciences aujourd'hui et effectivement cette difficulté que représentent de manière éthique toutes les possibilités d'intervention sur le cerveau. Comment est-ce que vous faites partie du Comité consultatif national d'éthique, Oui, hein, oui. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de trop chercher? D'abord, Béchir Jarret est un neurochirurgien, un collègue, quelqu'un d'excellent et de très sympathique. Qu'est-ce qui m'empêche de trop chercher? D'abord, la recherche se conduit aussi, évidemment, selon des principes éthiques qui sont extrêmement importants. Le point qui est soulevé par Béchir, ça veut dire le périmètre, c'est une question qui est extrêmement difficile. Parce qu'on voit bien toutes les déformations, les risques, le jeu sur les mots, le nominalisme de faire glisser. On a l'exemple de la singulotomie, etc. Pour autant, peut-être, ça veut dire de faire des lésions du cortex singulaire pour, par exemple, lutter contre des psychoses, hallucinations. Et il y avait ce fameux livre et ce fameux film également de Kubrick, Le vol au-dessus d'un nid de coucou, etc. De voir toutes les déformations faites par des gens qui, en leur temps, pensaient qu'ils agissaient de manière totalement scientifique. Donc tout ça, on n'est pas des nouveaux de la crèche. On sait très bien qu'il y a il faut pas faire n'importe quoi. Pour autant, peut-être le point sur lequel on peut brancher, c'est que j'ai pas deux vies. Je n'ai pas une double vie de m'intéresser à la subjectivité et au cerveau. Et c'est peut-être le point, c'est que quand vous êtes neurologue, c'est pas le seul chemin, mais c'est un chemin pour revenir sur ce qu'on disait sur la caméra subjective et le pas de côté, c'est que vous êtes également dans un exercice qui consiste à dire je m'intéresse à comment marche un sujet en fait, comment ça marche, et en prenant aussi l'humilité de dire il y a des contraintes objectives qui contraignent ce qui se passe. Et alors Freud c'était un neurologue, il n'y a pas longtemps je me suis rendu compte que Lacan en fait à sa façon était un neurologue aussi. Il y en a beaucoup d'autres, Kurt Goldstein, Damasio. Donc le fait qu'il y ait cette trajectoire, ça ne doit pas sonner comme quelque chose comme un accident de parcours. C'est qu'en réalité une des manières de s'intéresser à la subjectivité, c'est de mettre sur la table toutes les contraintes qui régulent son fonctionnement, de ne pas être uniquement dans un prisme narcissique. Sur le plan littéraire, c'est comme je discute dans ce livre de ce que j'appelle l'optimisme lucide et sombre de Houellebecq. Houellebecq, je trouve que c'est un écrivain plutôt optimiste. Mais un optimisme, la condition première de l'optimisme... Malade, hein, mais... Comment? Vous êtes bien malade. Je sais pas. Mais je pense en tout cas que l'optimisme en général, la première étape de l'optimisme, c'est de mettre sur la table toutes les problématiques, toutes les raisons pour ne pas être optimiste. Et donc aussi, je vous entends bien, l'idée que les neurosciences ne réussiront pas forcément un jour à expliquer l'inconscient, enfin, ces phénomènes-là. Je ne sais pas, en tout cas les neurosciences, vous savez, les neurosciences toutes seules. Ici, moi d'ailleurs, le métier que je fais, c'est plutôt un métier de psychologie qui utilise les sciences du cerveau comme boîte à outils. Voilà, c'est la preuve. Comme boîte à outils. Dialectique. Ouais, et que cette dialectique, elle est très riche. C'est-à-dire que souvent, quand on se tourne vers le cerveau, c'est pas juste qu'on va trouver une cartographie de la vie mentale, mais en s'intéressant à la façon de laquelle c'est implémenté dans le cerveau, on va changer notre définition psychologique du phénomène qui nous intéressait. Donc je crois que tout le monde a y gagné si l'exercice est mené avec lucidité, avec humilité et sans être dans une idéologie de quelque bord qu'il soit en fait. Et alors, avant de demander à votre voisine, à Maria Pourchet, ce qu'elle a entendu de son voisin, peut-être cette phrase de Lacan qui, dans cette, comment dirais-je, dans cette lucidité que vous demandez au X devenu X', il y a une formule de Lacan qui est très belle, ce qui est le non dupe R, celui qui n'est dupe de rien, celui qui n'est pas dupe R. Par ailleurs, il y a le non du père aussi, évidemment chez Lacan. Qu'avez-vous entendu de votre voisin, Maria? Alors moi, depuis le début, je suis en train de revisiter toutes mes relations au gré de... On en connaît plein, hein, aujourd'hui. Voilà, on en connaît plein. J'ai cherché les Critans, les Aristes et non, mais alors ça serait compliqué à restituer, mais cette idée que je suis très très intéressée par l'idée que l'accès à la connaissance, qui devrait être le vecteur de la transformation, nous sert paradoxalement à nous en protéger et en plus avec l'excuse de connaître. Enfin voilà, c'est vraiment cette idée-là. On a l'excuse d'entre tout puisque on a accès à l'information, mais en fait c'est régressif, voilà. Et j'ai l'impression qu'on le vit tous les jours. Et effectivement, précisément alors ça c'est sur la question de la sexualité pour les femmes, ouais, moi je l'appliquerai à un autre phénomène qui est que quand on
on peut parfois rencontrer quelqu'un qui serait susceptible d'être un partenaire qui nous séduit sur un plan biologique et animal, et on transpose immédiatement cette relation-là sur un plan mental et intellectuel pour précisément se protéger de cette attraction-là. Et c'est assez systématique, en tout cas chez les intellos que nous sommes, c'est assez systématique, et il faut un effort dingue pour ensuite refaire le déplacement. Et j'étais très intéressée parce que quand vous disiez qu'il faut de toute façon, avant la mise à nu, il faut passer par cette erreur, en fait, pour que ça ait du sens d'y revenir. Voilà, le doute du scientifique. Merci, merci à l'un et à l'autre. Donc, Maria Pourchet, Les Impatiences, c'est publié chez Gallimard. Nous sommes tous des femmes savantes. C'est publié chez Odile Jacob. Pour vous taquiner, je dirais, sauf celles qui ont réussi leur psychanalyse. Hein. Oui. Bon, voilà. Fin de cette émission. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci beaucoup. On se retrouve bientôt. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis, ni en Irak d'ailleurs. Vous savez que au moment où est enregistrée cette émission, nous sommes à la fin mai, 7 Français ont été condamnés à la peine capitale en Irak. Ils faisaient partie du mouvement islamique, de l'État islamique. Voilà, et la peine de mort est interdite en France depuis Mitterrand. Donc, même terroristes, la peine de mort ne doit pas leur être appliquée. Voilà, la diplomatie française doit aussi faire son travail pour leur éviter cette barbarie. Fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. Et puis par ailleurs, j'oubliais, il y a aussi surpopulation dans les prisons françaises. À la prochaine fois. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus, alors quelle importance le nom du bal perdu.